Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Alors, on va parler de la seconde cuvée donc, que vous avez faite avec Christian Montaguer, puisque les deux étaient deux paires, si j'ai bien compris. Donc, il y avait un blanc et un vieux. Concernant le vieux. Est-ce que tu as déjà des... Je crois que tu as possiblement des questions. Alors non, pas du tout. Les gens t'écoutent de manière... Alors, il y a quelques remarques. Il y a beaucoup de bonsoir à tous. On me demande si tu es susceptible, parce que tu m'as repris sur le « un peu » qui me gêne. Alors, je ne suis pas susceptible. C'était une boutade. Non. Mais en même temps, il sent qu'il y a un truc. C'est parce que, pour être totalement transparent, il y a un journaliste qui m'a posé la question de dire vous faites vous aussi des rhums brassés comme telle marque et telle marque et telle marque. Bon. Alors, tu sais très bien, venant de ma part, que le propos n'était pas pensé dans ce sens. Non. Mais comme tu sais, la répétition au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est quand même fou, quoi. Alors, c'était pas un journaliste spécialisé. Non, on est d'accord. D'ailleurs, Cyril, est-ce que bientôt vous allez vous y mettre à brasser vos rhums blancs? Allô. Alors si, justement, on a une question. Ça se capte mal. On a une question qui vient de tomber, justement, de François Pignon, qui nous demande, est-ce que, alors là, pour le coup, je suis dépassé très certainement, mais tu t'y connaîtras certainement beaucoup plus que moi, est-ce que la méthode génodique peut se faire sur la canne ou bien est-ce uniquement dédié aux vignes, pardon? C'est compliqué. Il ne faut pas oublier que, en fait, souvent, c'est vrai que le comparatif avec le vin a du sens, je trouve, au niveau sensoriel. C'est-à-dire que souvent, les analyses qu'on fait sont vraiment basées sur une méthodologie qui est assez française, hein, mine de rien, d'approche du nez, de l'attaque, du cœur de bouche, de la finition, de la rétro-olfaction, etc. Mais je dirais que la comparaison s'arrête un tout petit peu là parce qu'en fait, on a besoin d'avoir du jus de canne qui devient du vin de canne, mais le vin de canne ne se boit pas. Et donc, ensuite, ce qui est important pour nous, c'est la distillation. Okay. D'accord. Donc, il y a une première différence à ce niveau-là. C'est pour ça que les parallèles, parfois, on a envie de les faire, mais ils sont un peu compliqués. Et ce dont on a besoin pour avoir un rhum de bonne qualité, c'est le temps le plus court entre la coupe de la canne à sucre et son broyage. Okay. D'accord. Donc ça, je dirais que ça induit, quand on sait ça, ça induit de fait toute approche qui pourrait être différente, en tout cas dans la l'AOC Martinique. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette fraîcheur, hein? Je vous rappelle juste pour mémoire, c'est qu'on travaille aux Antilles à des températures moyennes qui vont être de 28 à 32 degrés, hein, on va la faire relativement large, et que le fait de couper la canne à sucre et de la laisser, comme on peut le voir sur certaines autres îles anglaises, mais qui font d'abord de la mélasse, on peut la laisser 2, 3, 4, 5, 6 jours au bord du champ de canne, la récolter après, la travailler pour faire du sucre, récolter la mélasse, et après remouiller la mélasse, la refaire fermenter et distiller. Ça, c'est une chose. Mais en fait, l'objectif et la finalité du rhum agricole, c'est de pouvoir faire en fait travailler qu'une seule typologie de levure. Parce que c'est celle qui va garantir, si vous voulez, le fait de faire affleurer le binôme variété de canne et micro-terroir, d'accord? Donc tous les éléments organoleptiques qui sont à l'intérieur, et que si on avait, et si on laissait ou si on traitait la canne d'une façon un peu particulière, il y a certains qui m'ont dit, et pourquoi vous ne faites pas fumer la canne, par exemple, avant de la broyer, pour avoir, ce qui ne serait pas une mauvaise idée dans l'absolu. Il faudrait tester, il faudrait voir si on perçoit ces notes fumées au final, ce qui n'est pas certain d'ailleurs. Mais ce faisant, en fait, à des températures telles qu'on les a aux Antilles, on a tous de la flore dans notre toucher, toutes les plantes et tous les êtres vivants ont une flore naturelle qui sont ou en surface ou au milieu. Ce faisant, en fait, on aurait déjà un début de fermentation qui ne serait pas dû par notre fameux Saccharomyces qu'on a envie de voir travailler, et qui entraînerait ce qu'on appelle des défauts majeurs ou des faux goûts dans la l'AOC Martinique. Donc ça nous oblige à avoir, si vous voulez, une extrême rapidité, ou la rapidité la plus importante entre la coupe,
le broyage de la canne, le fait d'avoir le vin de canne, le jus de canne dans un premier temps. On vérifie que les standards soient dans nos normes, c'est-à-dire le niveau de Brix, l'acidité pour que cette levure travaille. On peut aussi vérifier la présence de certains ions qui sont des catalyseurs pour le métabolisme du sucre. Et là, on sait qu'on met en œuvre une canne, et donc un jus de canne qui va être parfait pour produire du rhum agricole. Donc la réponse est plutôt non, parce que ça ne répondrait pas à notre cahier des charges. Ok. J'espère que ça répondra à la question de François qui vient de nous poser. Alors, on revient donc à la deuxième cuvée Christian Montaguer. Tu voulais nous en dire un peu plus à ce sujet. Alors, donc du coup, vous vous souvenez du travail qu'on a fait sur le rhum blanc et sur le rhum vieux. Là, pour être transparent, on a fait un peu différemment. On a fait une première sélection avec Lionel et Aurélie. Lionel qui est notre maître de chez et Aurélie notre responsable qualité HSE sur ce que nous on trouvait, qu'on avait en stock et qui était top et susceptible de rejoindre un peu les attentes. Et au rang desquels des typologies de fûts avec lesquels on travaille depuis quelque temps et dont on a vu réellement le bienfait et l'apport par rapport au profil qu'on a habituellement. Et cette typologie de fût va rejoindre un peu la discussion qu'on aura tout à l'heure. C'est une typologie de chêne français, donc là rien de nouveau, hein, on travaille déjà des chênes français. Limousin, Forêt des Vosges ou Montpensier, en fonction. En général, avec des niveaux de chauffe sur les chênes français qui sont plutôt bas par rapport aux chênes américains, qui eux ont besoin d'un profil de toasting qui est vraiment un peu plus, voire haut, voire très très haut. Mais le chêne français supporte assez mal d'être brutalisé à ce point. Donc en général, les profils de chauffe sont beaucoup plus bas. Avec un profil typique de chêne français, hein, qui est en général une belle tension, c'est-à-dire une attaque avec une tension et une ouverture en queue de pan avec une grande complexité, notamment sur les écorces d'orange à l'alcool, la boîte à cigares, des boîtes santal, des notes un peu comme ça. Et là, avec notre tonnelier, on a bénéficié grâce à, à l'ancienneté de nos relations et aussi à l'ADN d'HSE, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a une nouveauté et qu'on pense qu'elle est susceptible d'amener des profils différents et une variabilité en fait sur le thème qui est le nôtre, qui est celui de l'AOC Martinique, avec donc un cahier des charges qui pourrait être compris comme étant, restreignant en termes d'expression, le fût devient central dans notre approche parce que c'est le fût, en fait, et c'est sa nature qui va, par migration dans le vieillissement, être solubilisé par le rhum blanc et être complexifié par le facteur temps. Donc on a deux typologies de réactions. Il y en a plus que ça, mais il y a deux grandes typologies, c'est-à-dire solubilisation des composés du bois et leur mise en complexification dans le temps, parce que les composés qui vont être solubilisés et passer du bois au rhum vont muter aussi avec le facteur temps et s'affiner. Par exemple, typiquement, dans le bois, il y a une molécule que vous connaissez probablement, dont le nom vulgarisé s'appelle la vanilline, et qui, évidemment, va donner des notes de vanille assez intenses, et c'est assez drôle parce qu'après 3-4 ans de vieillissement, les notes de vanille se transforment légèrement en notes de cannelle. Et quand vous avez, par exemple, à l'aveugle, un rhum vieux AOC Martinique, vous avez une note de cannelle assez marquée et peu de vanille, vous êtes à peu près certain que c'est un compte d'âge qui est au-dessus de 4, voire 5 ans. Alors que c'est la même molécule. Et donc, ce faisant, on avait envie de travailler le chêne français sur une nouvelle dimension et notre partenaire nous a fait part de son souhait lui aussi de faire évoluer et d'une pratique qui était faite dans la tonnellerie française, notamment pour les cognacs historiquement, d'accord, qui n'est un peu moins usitée aujourd'hui, qui est celle en fait d'avoir une approche différente, c'est-à-dire de respecter le chêne français grâce à ses chauffes douces, mais de pouvoir apporter une cuisson un peu plus à cœur du bois en introduisant de la vapeur en fait dans la chauffe. La vapeur va avoir pour action en fait de rentrer un peu plus dans le derme du bois. Et pour vous donner une idée, Emmanuel Boudaric, qui est le responsable à la fois commercial mais qui a une très grande technicité, m'expliquait que sur du chêne français, on va jusqu'à 4 mm à peu près. C'est-à-dire que quand on coupe le fût en tranches,
on voit que sur 4 mm, on a le côté roux un peu du chêne français légèrement toasté, et grâce à l'introduction de la vapeur, on va jusqu'à 7, 8 mm et jusqu'à 1 cm 1 précisément, jusqu'à 11 mm. Ok. Ça veut dire que on va relarguer potentiellement plus de charges aromatiques, mais grâce à cette cuisson en fait, décomposée du bois, on va amener je dirais, une typicité légèrement différente du même chêne français pour lequel on aurait une chauffe classique. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça nous permet d'aborder une dimension qu'on n'avait pas abordée à date, qui est celle de cette chauffe un peu particulière avec de la vapeur. Ok. Oui, Olivier. Une petite question, mon cher Cyril. Du coup, est-ce que sur le recul que vous avez constaté un vieillissement peut-être un peu, en tout cas significativement plus rapide avec ces fûts-là par rapport aux fûts habituels, ou est-ce qu'il y a du coup aucune corrélation? C'est juste différent. Oui, c'est plutôt une bonne question. Je dirais que on a testé plusieurs chauffes. Mhm. Alors là, sur la cuvée de Christian Montaguer, la chauffe est dite Brume Aurore, et donc ils ont donné des noms en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un profil de chauffe avec en abscisse le temps et en ordonnée la température, et ça fait une courbe en fait de chauffe. Et en fonction de l'intensité de la courbe de chauffe, on sait qu'on va plutôt maturer telle nature du bois ou telle ou telle ou telle. Et du coup, de fait, là, l'idée, c'était de travailler cette dimension. Et effectivement, il y en a deux, précisément, parce qu'on en a 5 aujourd'hui dans nos chais. Il y en a 2 qu'on a sélectionnés, vous avez compris. Il y en a une pour Christian de Montaguer, dont on est en train de parler, qui s'appelle la chauffe Aurore. Et il y a celle dont on parlera tout à l'heure, qui est sur la confrérie. Et dans les 5, il y a 2 profils qu'on a, je dirais pas écartés, mais dont on ne se servira pas pour faire des single casques. Parce que justement, effectivement, Olivier, ça avait marqué il donne une charge qui est trop rapide. Laisser presque comme une finition, et c'était pas notre objectif. De voir ce que ça donne. Par contre, ça peut avoir un intérêt pour avoir des profils un assemblage assez extraits, voilà, pour un travail d'assemblage, notamment sur certaines notes dont on parlera tout à l'heure, qui sont assez spécifiques et qu'on retrouve très peu dans le chêne français habituellement, et qui là sont assez intéressantes, notamment sur les notes pâtissières un peu cuites, quoi, comme un pain d'épices un peu cuit, un cake qui aurait limite été un peu plus haut dans la cuisson. Ces notes-là, on les a pas en général sur le chêne français, et là on les a sur ces chauffes-là. Donc oui, pour une toute petite partie, et non pour le reste, parce qu'il faut le temps aussi, pour vous donner une idée, ça fait 4-5 ans que ces chauffes bien sûr. sur les fûts, certains 6-7, et en fait, parfois, on en écarte en se disant, écoute, il n'y a pas d'intérêt, mais on le fait en partenariat avec la tonnellerie, c'est ce qui est vachement intéressant. C'est qu'on leur envoie les échantillons, on a des groupes de travail, nous on fait nos dégustations, on refait les notes, on fait des moyennes, on fait des profils, on leur laisse déguster, et on fait des réunions communes en disant effectivement, voilà, vous avez raison, ça ne va pas dans le bon sens, mais eux, ça les aide aussi, j'imagine, comme presque une cellule d'R&D appliquée, parce qu'on a encore une fois la chance de vieillir aux Antilles. Et donc on a une réaction organoleptique, parfois en 6 mois. Alors qu'il faudrait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans des chais de cognac ou d'armagnac ou de whisky pour avoir l'imprégnation du profil du bois, en fait. Alors, on a quelques questions qui tombent dans les commentaires, notamment de Nico qui demande: est-ce que vous avez également ajusté le degré d'enfûtage pour ces fûts? Pas spécifiquement pour ces fûts. Ok. D'accord. C'est vrai qu'on a une stratégie de degré d'enfûtage, et c'est probablement un axe, mais sur lequel on a déjà travaillé depuis très longtemps, et on a déjà notre empirisme, quoi. On a 2 degrés type que je ne donnerai pas ce soir. Non. Vous voyez, peut-être au Rumfest d'ailleurs, pour ceux qui vont venir au mois d'avril. Voilà. Mais plutôt en fin de journée au Rumfest. Alors, on parle de Rumfest. En fin d'after. On parle de Rumfest. La prochaine question nous vient de Jérôme Valanet, à qui on passe le bonjour d'ailleurs, qui te demande: Cyril, que faites-vous des rhums que vous écartez des tastings? Merci. Alors, en général... il a laissé son adresse.
Ouais, il est très bon, Jérôme. Bravo. En fait, c'est pas qu'on les écarte, c'est-à-dire que quand on est dans une logique de workflow, on va dire voilà, ça c'est top, ça donne un profil qui est vachement intéressant et on considère que on n'est pas à l'apogée, quoi, si tu veux, de l'extraction et qui mérite 6 mois de plus, 1 an de plus. Donc c'est vraiment un travail de petites mains, quoi, hein, étape par étape, c'est vraiment l'empirisme. Et ceux qu'on écarte, entre guillemets, c'est ceux où on se dit déjà en 6 mois, il a tellement donné que ça ira pas vers un single casque. Par contre, il peut avoir un vrai intérêt pour faire un rhum d'assemblage, pour aller, mais il faut toujours se souvenir qu'on part en général d'un ou deux fûts, voire trois, ce qui permet d'avoir une représentativité, sachant que les fûts sont tous les mêmes, mais parfois tu peux avoir des expressions de profil qui varient sur la même typologie de fût, le même bois, la même chauffe, le même rhum. Ben, la nature fait son œuvre et on a un tronc commun de profil aromatique qui est entre 80% à peu près. Et parfois, voilà, on va avoir un arôme qui prend le dessus un peu bizarrement parce que la coupe a peut-être été faite dans un sens ou qu'il y a des nœuds, ou etc. Mais on a quand même un profil type. Et avec ces trois, on se dit, est-ce qu'on passe à la phase où on en commande 5, 7, 8, 9 ou 10 ou est-ce que on va garder ces trois-là et on va commander peut-être telle ou telle typologie pour nous servir pour un assemblage à venir ou des choses de cet ordre-là. Donc on ne les jette pas, malheureusement, Jérôme. Mais c'est ton adresse que j'ai par ailleurs. Et il continuera à ne rien t'envoyer. Voilà. Je pense que c'est à peu près clair. Moi, j'ai une petite question aussi sur cette, puisque c'est un peu pour moi le cœur du sujet, cette chauffe particulière, ou ces chauffes particulières, mais en tout cas avec cette introduction de cette vapeur, c'est pendant la chauffe, c'est a priori où du coup une vapeur et donc du liquide serait entré dans les douelles à haute pression et après au moment de la chauffe, ça permet cette. Non, c'est pendant. Ouais, c'est beaucoup plus artisanal entre guillemets que ça. Donc il y a le brasero et en général c'est aussi simple que de placer de l'eau sur le brasero et de replacer le fût au-dessus. Mais il y a quand même une technicité qui est assez bluffante. C'est-à-dire que dans la courbe si vous voulez, dans la courbe de chauffe là, ils savent à quel niveau de la courbe en fait la chauffe va ouvrir les pores du bois. Et donc, l'idée, c'est d'introduire l'eau par petit jet sur le brasero et de le remettre à ce moment-là, de manière à ce que la vapeur, c'est pas la vapeur à pression, puisse rentrer au moment où le bois est le plus à même d'être ouvert et de recevoir cette cuisson, on va dire, un peu douce et un peu plus en profondeur. Donc, c'est assez bluffant quand même. C'est un vrai savoir-faire, hein, la tonnellerie, notamment en France. Hein, on a une tonnellerie qui est absolument exceptionnelle et c'est assez pointu, hein, mine de rien, même si c'est ce qu'il faut leur expliquer, c'est qu'il y a des capteurs sur les fûts, donc qui mesurent la température et la durée de la chauffe. Donc c'est là qu'ils arrivent à avoir les courbes et agir sur ces courbes-là. Mais ça reste vraiment très humain, quoi. Hein. C'est-à-dire que tu as le bonhomme qui est au-dessus du brasero, qui prend le fût, qui l'enlève, qui le remet. C'est assez passionnant d'ailleurs à voir. Et il y a une vraie. Je vous invite, si vous pouvez, à en visiter parce que c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, ça type tellement la nature du rhum au final. Que c'est quand même intéressant de connaître la nature d'un chêne français et du coup quelle typologie de profil on a en général sur du chêne français, mais là on parle de chêne français. Vous savez aussi qu'on on travaille sur des forêts, j'espère pouvoir vous présenter ça sur la fin de l'année, depuis 7-8 ans maintenant, même voire un peu plus, puisque vous vous souvenez qu'on avait fait la forêt des Vosges à l'époque sur des brutes de fût chêne français et forêt d'Ozark aux États-Unis sur du chêne américain, et que depuis en fait on a en vieillissement un projet forêt que j'espère vous présenter, hein, les jus sont prêts, on les a dégustés sur cette fin d'année et c'est absolument central dans la démarche et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir proposer de l'émotion et une fois qu'on a passé l'émotion, essayer à l'intérieur de comprendre en fait ce qui agit et les grandes typologies de rhum que ça donne, quoi. Bah oui, et puis comme tu dis, le bois, l'élevage va avoir un tel impact sur. On dit parfois que l'élevage, le vieillissement, va représenter entre 60 à 80 % du profil du spiritueux, donc c'est vraiment plus qu'essentiel, quoi. Mais ça va même plus loin, Laurent. C'est-à-dire que on parlait d'AOC tout à l'heure.
Et vous savez qu'on ne peut dire d'un rhum vieux AOC Martinique qu'il est vieux qu'à partir de 3 ans. Alors évidemment, ça fait un compte rond et c'est 3 ans, mais au départ et dans la réflexion qu'on avait, le marqueur c'était de dire au moment où on ne perçoit plus les arômes du rhum blanc. Donc ce serait en effet plus 80%, mais carrément. Et d'ailleurs, je reviens à un des produits qu'on a sorti l'année dernière, qui est l'élevé sous bois parcellaire. Ce qui nous avait intéressé dans cette approche, c'est justement de garder quand même le profil du rhum blanc et d'amener des notes un peu pâtissières, toastées, induites par le vieillissement et trouver le parfait équilibre où on a c'est la fraîcheur du rhum blanc qui reste et les débuts des vieillissements qui vont amener de la complexité mais qui ne vont pas faire varier la nature du jus de départ. Alors, on a une deuxième question de Nico qui, du coup, par rapport à sa question précédente, est-ce que vous effectuez des réductions durant le vieillissement afin d'extraire différents composés au fur et à mesure? Alors, notre parti pris n'a pas été celui-là. Notre parti pris a été de déterminer le degré le plus optimal, en fait, pour travailler nos typicités de fût. Donc je ne peux pas aller trop loin non plus parce que je sais que certains de mes confrères nous écoutent, mais en gros, on a eu des partis pris où sur le chêne français, on ne met pas forcément les mêmes degrés que sur le chêne américain parce qu'on a remarqué que c'est un peu différent. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que quand les rhums étaient à très haut degré, ça peut paraître une bonne idée. Économique qui plus est parce que souvent, en fait, pour le même volume, on a du degré d'alcool supérieur. Donc si, admettons, je prends un rhum à 75 degrés, je le mets en vieillissement. Donc un fût de 200 litres à 75 degrés, si jamais j'en fais un VSOP à terme, quand je fais ma réduction, il va perdre 2, 3 degrés, 4, 5, 6 degrés. Si je fais ma réduction, avec un fût, je ferai un VSOP, je ferai plus de volume de VSOP par exemple à 45 degrés que si je l'avais mis à 50. Mais l'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un alcool, plus tu es haut en alcool, plus tu vas avoir tendance à solubiliser certaines typologies de composés du bois, notamment des composés de type un peu résine. Et on a remarqué que quand les rhums étaient à haut degré, en fait, on avait souvent de l'astringence qui arrivait, qui était due à ces hauts degrés qui ont tendance à solubiliser certains composés d'astringence. Donc après, ça, c'est de l'empirisme. C'est-à-dire chaque maison fait en fonction de son histoire, de ce qu'elle a testé, de sa philosophie et de ses partis pris de production. Mais pour répondre totalement à la question, non, on ne le fait pas en cours de vieillissement. Donc tu es à quoi, 62, 63, par là? Bien tenté. Bien tenté. Rendez-vous dimanche soir au Rhum Fest. Très bien.